J'espère que tout le monde est prêt. Merci beaucoup d'être venu. En fait, j'avais prévu de faire la conférence en anglais, mais finalement, on m'a dit que c'est mieux en français, donc ce sera en français. J'imagine que la plupart des gens ici comprennent les slides en anglais, que ce ne sera pas un souci. Donc, à partir de là, on va commencer. Donc, c'est une conférence sur la programmation fonctionnelle. Il y en a probablement beaucoup qui ont déjà vu ça. Notamment, j'imagine que la plupart des gens ici, ça va être des SP, des Inge, probablement pas des sup. Mais si vous vous souvenez, vous avez fait un peu de camel en sup, il me semble. En tout cas, ça a commencé l'année où j'étais en sup. Et donc, on ne s'attend pas forcément à ce que des langages vieux, comme Java notamment, qui ont cette grosse réputation d'être des boulets à moitié morts, offrent des fonctionnalités issues de la programmation fonctionnelle, qui est plutôt récent et à la mode en ce moment. Utilisé un peu partout, que ce soit avec Facebook, notamment tout ce qu'ils font, et même Google, qui sont pourtant des grands amateurs du vieux Java comme c'est pas permis. Donc on va voir un peu ce que c'est que la programmation fonctionnelle très rapidement, enfin un récapitulatif, et ensuite on va voir à quoi ça ressemble en Java. C'est pas une conférence sur le Java en particulier, mais c'est un peu sur la façon dont ça a été fait, et je pense que ça permet de mieux comprendre certains concepts qu'avec juste les définitions mathématiques ou des langages avec lesquels on ne serait pas trop familier, type les langages ML. Alors, qui suis-je? Je suis Tristan Deloche. Je suis à la fois étudiant et Python en ce moment et je travaille chez une boîte qui s'appelle Adeline où on fait des moteurs de recherche, tout ça. Donc voilà, je suis en SP actuellement, je suis un 2020 pour ceux qui se demandent. Alors, voici le prévision de cette présentation. Donc on va commencer par se demander ce que veut dire fonctionnel, ensuite comment sont les lambdas. Make your code great again, c'est une petite blague pas très drôle en fait finalement, sur comment est-ce qu'on peut se servir de la programmation fonctionnelle pour arranger du code qui est généralement pas très beau. C'est-à-dire que le code impératif, il n'a pas forcément été pensé pour traiter des flux de données, plutôt pour arranger ces données, mais pas les traiter à la suite. Et donc on va voir comment on peut le faire de façon beaucoup plus propre avec la programmation fonctionnelle. Et enfin, si on a un peu de temps, on va voir quelque chose qui a absolument rien à voir avec le fonctionnel, mais qui est assez rigolo. Ça s'appelle SunMisk Unsafe. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit connaître ça. À part les férus de Java, c'est pas très très connu. Donc, commençons par se demander ce que c'est que la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle, c'est un concept qui est né dans les années 70 dans les universités et qui commence tout juste à être sérieusement utilisé de nos jours. Pour plein de raisons, notamment parce qu'on a commencé avec de l'impératif type C et compagnie, qu'on s'est dit oh l'orienté objet ça va nous sauver la vie, ça va être très bien, et qu'aujourd'hui on se rend compte que pas du tout et que l'héritage c'est complètement moisi et que ça rend juste les bases de code aussi intenables que faire une base en assembleur avec juste des goto. Donc l'un des principes de la programmation fonctionnelle, c'est le lambda calcul. Le lambda calcul, qu'est-ce que c'est? C'est à la base des maths, mais on s'en sert beaucoup en info. Et en fait, tout le monde connaît ce que c'est sans avoir forcément formalisé le concept. Alors, ça permet d'écrire assez simplement un calcul, une fonction, de le décrire. On a tous écrit en mathématiques, en informatique plutôt square de x, ça va être x carré. Et en informatique, on va dire que x, ben, il associe notre fonction. On a une fonction qui est associée à x, x carré. C'est la même chose, mais l'écrire comme ça, c'est plus simple et ça apporte plein de choses assez particulières. Par exemple, square, il a besoin d'avoir un nom, parce qu'on est obligé de dire square entre parenthèses x, alors que l'autre, elle est totalement anonyme. Donc, pour ceux qui se rappellent du camel, ça s'appelle en fait les fonctions anonymes. Et en lambda calcul, une fonction a une seule entrée. Donc on ne peut pas avoir une fonction avec 3, 4 paramètres. Une fonction, elle a une seule entrée. Alors comment est-ce qu'on résout ce problème? Sinon on ne pourrait pas faire grand-chose avec un seul paramètre en programmation. Par exemple, la somme de x, y, on peut dire que c'est une fonction qui prend un x et qui renvoie une autre fonction qui, elle, prend un y et elle renvoie x plus y. C'est un peu bizarre, mais en gros, dans l'idée, ce qu'on peut dire, c'est que le type, c'est une fonction qui va de R vers l'ensemble des fonctions qui vont dans R, en gros. Ça permet de faire ce qu'on appelle le currying. Aucune idée de comment on dit ça en français. Par exemple, si on prend notre fonction et qu'on lui applique 2, elle nous renvoie une autre fonction y qui a remplacé x par 2. Et cette fois-ci, cette fonction-là, ben, elle prend 2 plus y, parce que x, on l'a déjà transformé en 2. En effet, x, il nous renvoie une autre fonction, et il remplace le x ici. Voilà donc pour le lambda calcul. C'est un peu bizarre à dire comme ça paraît un peu inutile et juste basique,
Mais on va vite se rendre compte que en fait, toute la programmation impérative et orientée à objet, notamment jusqu'à aujourd'hui, s'en sont pas du tout servis, allant à l'encontre un peu des mathématiques sur lesquelles elles sont censées être basées, et que la programmation fonctionnelle ramène ça au goût du jour. Alors, une deuxième chose, la pureté. Qu'est-ce que la pureté? Une fonction est dite pure. Oula. Si on prend une liste d'entiers, donc 1, 2, 3, si on fait get mylist.size-1, bah, en gros ça fait 0, 1, enfin 1, 2, 3, index 2, donc 0, 1, 2, et ça nous renvoie 3. Si on ajoute 0 et qu'on réexécute le même calcul, ça nous renvoie une autre valeur, ce qui n'est pas du tout normal en fait. Il n'y a pas de raison que ça nous renvoie une valeur différente ici, si c'est la même liste. Par exemple en mathématiques, vous ne faites pas x égale 2 et ensuite x égale 3. Genre, c'est pas possible, ça n'a pas de sens. Les choses ne changent pas en mathématiques. Et donc, avec la programmation fonctionnelle, si je dis que x, c'est 2 fois x, je peux faire tout ce que je veux entre les deux. Si j'appelle une deuxième fois cette fonction avec la même valeur, ça me renvoie la même valeur. On va revenir dessus un peu plus tard. Du coup, un autre concept assez mal compris de la programmation fonctionnelle, par beaucoup de gens, parce qu'en fait, c'est assez mal expliqué à la base, c'est les monoïdes et les monades. Vous vous en souvenez peut-être à cause de vos cours de THLR et de théorie des langages, j'imagine qu'on en reparle. En gros, en théorie des catégories, donc en maths, ça ressemble à ça. C'est assez incompréhensible, mais tout ce que ça dit, c'est qu'on prend un type, on lui applique une transformation, et on a une espèce de variation de ce type. Une transformation, une espèce de variation. On peut faire une autre transformation qu'une variation et obtenir une autre transformation pour avoir le type. Bref, c'est un peu bizarre et évidemment personne ne comprend jamais rien. Il y a, je sais pas, il doit y avoir des milliers de vidéos qui durent 2-3 heures disant oh les monades c'est simple, machin, tout ça. On te dit ah oui, vous prenez un type, vous changez des trucs et évidemment personne ne comprend rien. Donc, y compris moi, j'ai absolument rien compris jusqu'au jour où je me suis servi d'une monade pour de vrai et je me suis rendu compte qu'en fait on sait un peu tous ce que c'est. Un exemple de quelque chose qui ressemble pas mal à une monade, c'est les builders en tant que design pattern. Ça fonctionne quelque part, un peu, même si mathématiquement ça n'a rien à voir, mais dans l'idée, on s'en sert un peu comme on se servirait d'une monade. Et on va voir pourquoi. Donc, vu que la prochaine slide c'est ça, le reste, ça va être quelques exemples. Alors, hop. Alors, on va démarrer IntelliJ qui était lancé, je l'ai fermé il y a 2 minutes. Alors, on va commencer par voir ce que c'est qu'une monade en premier, même si c'était le 3e dans l'ordre. Ok. Même si c'était le 3e dans l'ordre, ça va être plus pratique de commencer par ça pour la suite. Oula, c'est bon, ça va aller. C'est bon, merci. Ok. Donc, fabuleux, il a adapté automatiquement la taille. Allez. Ok. Donc, on va voir, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. On va prendre une liste de nombres. On va essayer de doubler leur valeur. Et après, on va garder ceux qui sont supérieurs à 2, en gros. Et on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça de façon impérative, puis de façon fonctionnelle. Donc, ici, je prends une liste de nombres. Hop, on va dire qu'on va prendre 1, 2, 3 parce que c'est très original. Alors, si on faisait ça de façon impérative, ce qu'on ferait, c'est que, bon, on peut faire un for i. Ça va, je pense qu'on a grandi quand même. Donc, hop, num in nums. Hop. On va faire num fois égal 2. Donc là, on va doubler chaque nombre. Alors, on va se rendre compte d'une première chose très sale, c'est qu'on ne renvoie pas dans la liste elle-même, mais comme c'est des références, des pointeurs, il n'y a pas besoin de renvoyer dedans. Donc déjà, ça, on commence avec un joli effet de bord. C'est pas très propre. Et ensuite, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for. On va refaire la même chose. On va faire if num supérieur ou égal à 2, par exemple. On va faire nums
nums.remove num. Ça pose plein de soucis. Premièrement, ça, dans pas mal de cas, ça va cracher. Ça va poser un autre souci si on est en programmation concurrente et qu'on édite la liste et qu'il y a un autre itérateur dessus. Qu'est-ce qui se passe quand un élément auquel il s'attendait de rencontrer, il ne le trouve pas? Ben, simplement des référencements de pointeurs nuls, segfault en C ou null pointer exception en Java. Donc, on va commencer par voir si tout cela marche. Hop. Et effectivement, hop, voilà. Et voilà, unsupported d'opération exception. Parce que lorsqu'on retire un élément tout en itérant dedans, l'itérateur, il ne sait plus quoi faire. Donc, on est obligé de faire plus compliqué. On est obligé de faire ici un for i. Donc, le for i, je ne sais même pas comment ça peut encore exister aujourd'hui. Ça n'a pas d'intérêt par rapport à un for each, hein, dans la mesure où les compilateurs sont tout à fait capables d'inline to et de faire ça très proprement. C'est-à-dire que s'il voit un for each sur une collection qui a toujours 3 éléments, eh bien, il fait 3 cas précis avec du code machine entre les deux. Et c'est plusieurs ordres de magnitude plus rapide. Et du coup, on va être obligé de faire nums.remove. Non, on va faire pire. If nums.get i super ou égal à 2 nums.remove i. Ah, ça paraît tout à fait simple. Hein. Pour supprimer des nombres plus grands que 2, on n'est pas du tout en train de se prendre la tête. Et eh ben, en fait, ça marche toujours pas non plus. Donc, on se rend compte que juste pour quelque chose d'aussi bidon que ça, on a déjà 2 méthodes auxquelles on s'attendrait qu'elles soient fonctionnelles, au sens qu'elles marchent, qui ne fonctionnent absolument pas. Et donc, ça pose quand même un petit souci. Il y a plusieurs façons de faire ça proprement, mais généralement, on va faire une deuxième liste. Et après, on va assigner à nums la nouvelle liste créée. Donc, on crée un nouvel objet entièrement. On copie potentiellement des valeurs en gardant potentiellement d'autres références. Par exemple, on pourrait faire... oh mon Dieu. Nums.size. Hop, et ici, on va faire quelque chose comme list integer filtered égale new arraylist. Voilà. On peut dire qu'on fait quelque chose comme ça. On va ajouter dedans if nums.get i super ou égal fois 2 super ou égal à 2 filtered.add 2 fois nums.get i. Je sais pas vous, mais moi ça me semble quand même vachement compliqué. On a ici un appel à 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonctions avec 2 utilisations du même index. Ici on a un dédoublement, donc potentiellement obligé de faire une variable temporaire, de la changer en permanence. Bref, c'est juste absolument absurde. Et à la fin on va faire nums égale filtered. Alors on a de la chance, on est en Java. Donc le garbage collector, il va gentiment nous virer l'ancienne collection. Sauf que les éléments qu'on a ajoutés, le fait que... Oh putain, pardon. Les éléments qu'on a ajoutés, ils ne vont pas forcément mourir automatiquement parce que le garbage collector n'est pas forcément super rapide. Et donc quand on fait des choses en haute performance, on se retrouve avec une pollution de garbage collector qui fait que ça crache généralement. C'est pas très bien. Et puis même en général, on se retrouve avec, je sais pas moi, pour ça on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes à peu près. Voilà. 8, 7 sans sauter d'espace et on va quand même pas supprimer les brackets, même si je sais qu'à Epita on est censé le faire, mais bon, c'est pas très joli en fait. Donc, Java c'est vieux, ça a 21 ans cette année. Donc forcément, quand on ajoute des nouvelles fonctionnalités, c'est parfois un peu à grands coups de marteau et de scotch. Donc la programmation fonctionnelle se fait au travers de 2 choses. Hop, fonction integer fun égale x 2 fois x.
Donc ça, c'est comment on déclare une fonction. C'est moche, c'est vraiment pas beau, on est bien d'accord. Et ça, c'est un stream. Je vais expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est une collection de données qui arrive en continu. Ça paraît un peu absurde comme ça, mais ça va être vachement utile. Imaginons que je reprenne ma liste de tout à l'heure. Ouais, on va juste caster avec des nums pour l'instant, parce qu'on ne va pas avoir 10 heures pour écrire. Le but, c'est pas non plus d'écrire du code en général. Pour faire ce qu'on faisait tout à l'heure, on va faire nums.stream. À partir de là, stream, il ne nous renvoie pas une liste, il nous renvoie un stream. Donc vous voyez ici, si ça part pas, évidemment, ça va partir. Bon, alors normalement, si je fais ça, voilà. On voit que stream, il nous renvoie des integers. Il nous renvoie un stream d'integers. Un stream, c'est quelque chose qui n'a pas d'existence. C'est-à-dire que si je fais ça, il ne s'est absolument rien passé. Le programme n'a rien fait et ne fera rien du tout. Maintenant, il y a plein de fonctions assez utiles. Map, ça permet de changer son objet. Donc, je dis mon nombre. Donc, je fais une fonction anonyme. Et je lui dis mon nombre fois 2. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tous les nombres qu'il reçoit dans ce stream, il va le prendre. Donc, il découvre que c'est un entier et il va me renvoyer son double. Et ça, c'est encore un stream, juste d'un type différent. Ici, il se trouve que c'est un entier, mais par exemple, je pourrais dire mon nombre plus string, une chaîne de caractères. Et du coup, maintenant, c'est un stream de string. C'est assez difficile à voir, je vais essayer de le montrer. Ici, en fait, c'est absolument illisible de là où vous êtes, tant pis. Et en gros, si je fais ça, il ne s'est toujours rien passé, aucun calcul n'a été effectué. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'une liste d'entiers, j'ai obtenu une suite d'entiers, peu importe ce que ça veut dire. Ici, une autre suite d'entiers, peu importe ce que ça veut dire. Et je peux encore appliquer des calculs. Donc, et on va finir par faire ce qu'on avait fait tout à l'heure de façon beaucoup plus simple. Alors peut-être qu'on n'est pas habitué à la notation, mais peu importe. Mon nombre inférieur ou égal à 2. Si. Et Ah oui, effectivement, merci. Voilà. Donc ici, on a fait exactement tout ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Et on peut même faire mieux. On peut faire tout ça en une seule opération. Hop. String.off 1,2,3. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas content? Oui, parce qu'il est déjà défini. Donc voilà, on peut en revenir à ça. Bon, c'est assez pour cette partie-là qui, de toute façon, c'était juste pour donner un exemple et voir où est-ce qu'on en arrivait. Maintenant, on va expliquer ce que c'est qu'une monade. À partir de ça, il faut savoir que l'interface stream, c'est une monade. C'est quoi le concept d'une monade? C'est qu'au début, on a une liste d'éléments, 1, 2, 3 par exemple ici, donc ce sont des entiers. On leur applique une transformation, donc ici on fait rien du tout, mais on pourrait les multiplier par 2 puisque c'est ce qui était prévu à la base. Mais ici, aucun calcul n'est effectué. C'est un peu comme si on définissait un algorithme, c'est-à-dire ou un automate fini, ce genre de choses. On dit juste, ce stream-là, si tu reçois des choses en entrée depuis lui, tu multiplies par 2. Si jamais les choses, elles sont pas inférieures ou égales à 2, tu les ignores. Et à la fin, tu les collectes dans une liste. Alors, c'est très moche, mais pareil, c'est Java, ça a 20 ans, on est obligé de faire des compromis pour garder la compatibilité. C'est dommage. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si je retire l'appel à collect, ici, il n'y a absolument aucune opération qui est effectuée là. Voilà, il refuse de me le mettre. Il me dit que j'essaie de mettre un stream dans une liste. Et un stream, ça contient rien du tout. Un stream, c'est juste l'idée que des éléments vont arriver. Et supposons que ça, ce soit une boîte. Les éléments qui entrent par l'arrière, je dis,
Si jamais il y a un élément qui arrive, vous faites des choses dedans et à la fin, vous me renvoyez le reste. Mais tant que je ne fais pas collect ou que j'utilise pas des opérations qu'on appelle des opérations de termination, ou en anglais terminating, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, il ne se passe rien, aucun calcul n'est effectué. Et c'est le concept dans pas mal de langages. Par exemple, en Haskell, tout est fait comme ça, c'est-à-dire que tant que quelque chose n'est pas imprimé à l'écran ou écrit sur le disque ou ce genre de choses, aucune opération n'est effectuée parce que l'ordinateur il se dit bah, finalement tu t'en sers pas, donc ça ne te sert à rien, donc je ne vais pas le faire. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais vous pourrez me dire, oui, mais des fois on n'a pas envie d'afficher quelque chose à l'écran. Oui, mais justement, le concept de la programmation fonctionnelle, c'est qu'on n'a pas d'effet de bord et qu'on ne fait pas de choses invisibles. Donc on va reprendre ce qu'on faisait tout à l'heure. Je crois que ça tient comme ça ira. Hop. Cette fonction-là, si je l'appelle avec un certain entier, que je l'appelle 10 000 fois, que je fais des choses entre-temps, que j'essaie de télécharger Internet entier, une fois qu'elle est utilisée, elle ne change pas ce qu'elle est censée exécuter. Alors que de l'autre côté, statique, je sais pas moi, object. Alors que cette fonction-là, cette fonction sale-là, elle calcule un hashcode, qui est donc une valeur unique. Et le problème, c'est que quand je l'appelle la deuxième fois, comme l'objet est devenu nul, elle ne va pas y arriver. Et ça paraît bidon comme ça, mais dans un programme relativement gros, utilisé par plein de personnes, codé par des gens de façon plus ou moins rapide ou sans prendre en compte l'idée des effets de bord, eh ben on va se retrouver avec quelque chose comme ça, sans raison. Et pourtant, quelqu'un qui regarde ça, il va se dire « Oui, mais j'appelle avant de le rendre nul. Il n'y a pas de souci, tout va bien, non ?» Eh bien justement, non. Non, 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 parce que cette fonction, elle est peut-être appelée plusieurs fois. Et donc, toutes les fonctions qui ont comme type de retour void, on peut être certain qu'elles font des effets de bord, parce que sinon elles servent à rien. Genre une fonction qui renvoie à rien et qui fait rien, bah, ça sert à rien et personne s'en sert. Et donc à partir de là, il faut tout le temps s'en méfier. Alors bon, c'est bien joli tout ce que je vous dis des trucs assez random. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec tout ça? Donc, normalement, j'ai ici, si j'arrive à y accéder, un fichier CSV. Il y a des trucs dedans. Il y a environ 40 mégas de lignes. Bon, peu importe. Je vais vous épargner la façon impérative de le parser, mais on va essayer de faire ça de façon un petit peu fonctionnelle. Alors évidemment, en Java, on n'est jamais en fonctionnel totalement pur, hein, mais on peut essayer de faire les choses de façon plus ou moins propre. De la même manière que les langages ML, par exemple, dont ML sont orientés objet également. Parce que ce qui est mal dans l'orienté objet, ce n'est pas le concept de classe ou d'objet. Ce qui est mal, c'est l'héritage. Parce que quand on hérite d'une fonction, on ne sait jamais exactement quelles sont ses fonctionnalités, qu'est-ce qu'il faut overwrite, etc. Par exemple, quelqu'un qui écrirait une map custom, il veut écrire son put et faire un log dessus, par exemple. Chaque fois que quelqu'un met un élément dans sa map, ça doit l'output. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que par exemple dans la fonction put, elle est appelée deux fois en fait, parce que les maps souvent elles sont basées sur le hashing, et donc quand elles sont rebalancées, il y a plein de puts qui sont appelés derrière. Et si jamais c'est quelque chose d'important et que ce nombre est important pour le reste de l'application, il va se retrouver avec plein de problèmes. Et donc c'est pour ce genre de soucis qu'on évite d'utiliser l'héritage. Bref. Donc, alors, hop. Hop. Supposément, ça devrait marcher. Hop. Alors,
Alors, on va juste vérifier avant de faire une bêtise. Yes, effectivement, évidemment, ça marche pas. Super. Hop. Main. Hop, ça c'est typiquement le genre de truc. Ressources, test file.csv. Hop. Non. Est-ce que ça marche? Non. Bon. Super. Hop. Bon, on va éviter. On va partir du principe qu'on a une liste de lignes. Donc on a en premier un header dans un fichier CSV. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble pour qu'on se comprenne. Hop. Et donc si on ouvre, ça c'est des petits exemples de fichiers. Donc dedans, on a un product ID en premier, puis une public référence, etc. Et toutes sortes de choses vachement pas passionnantes en fait. Mais peu importe. Donc hop, donc on va faire transformer le header en tableau. Hop. Donc normalement, vous avez probablement fait quelque chose comme ça jusque-là. Hop, on s'en fiche. C'est pas bien. Hop, on va faire ça pour pas qu'il crie. Donc ici, on split le header et du coup, on a les colonnes qui vont nous importer. Et après, on va faire quelque chose. Si on est en impératif, on va faire for each line dans line. Alors, on ajoute à un nouveau truc, etc., etc. Ce qu'on se propose, c'est de tout mettre, d'associer chaque élément décrit à une map qui contient en clé un header et en valeur la valeur associée. Et de faire tout ça idéalement de façon relativement simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord retirer le premier. Alors évidemment, c'est très mal. Normalement, il faut faire une nouvelle collection immutable pour faire ça, mais peu importe. Alors, hop. Alors, line. Du coup, pour chaque ligne, on va séparer en éléments. Hop. Donc cette fois-ci, on a comme pour le header, on a un tableau de chaque valeur associée au header. Et on va faire un truc tout bête. On va faire .map. Hop, 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 hop. Ouais. Non. .for each. Qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il me fait n'importe quoi. Hop. 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 Map. String. String. Clac, clac. Et après, on va faire plap, plap, plap. Header.stream. .for each. Key. Voilà, pour chaque clé. Et on va faire lm.put. Header. Hop. Voilà. Désolé. Hop. Et pourquoi il n'est pas content? Ah oui, parce que j'ai oublié de le nommer. Putain, quelle horreur. Qui headers.get headers.indexOf key. Et même si c'est pas très beau,
euh, juste avec ça, avec ce code-là, on a parsé l'élément et tout mis dans une liste. Donc à partir du moment où on va faire, ça va où ça? Ouais, effectivement, map, hop, et purée, je me sors pas. Return, lm. C'est assez difficile. Ouf. Bon. Voilà. Et donc avec ça, on a parsé tout notre fichier proprement. Alors évidemment, ça peut être amélioré. Mais en gros, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes nos lignes. Chaque ligne, on en fait un tableau, donc en prenant ces valeurs. Et on prend ce tableau, on crée une map. Et pour chaque header, on va récupérer la valeur associée. On la fout dans la map, on renvoie l'élément et on collecte dans une liste. Et donc là, on en a pour 3, 6, 9 lignes. Et je prends beaucoup d'espace parce que je saute pas mal des lignes, etc. Mais ça reste beaucoup plus simple que quelque chose qu'on pourrait faire différemment. Et ce qui est intéressant à faire, c'est de faire quelque chose comme ça. Remplacer la lambda par une classe anonyme. Voilà à quoi ça ressemblait à Java, en Java avant les lambdas. Hop, on peut faire ça ici aussi. Et on pourrait faire ça ailleurs encore, ici aussi. Voilà. Et là, on se retrouve avec combien? De 14 à 31. On se retrouve avec 16 lignes, donc littéralement le double, juste pour passer un petit fichier, avec des trucs abominables, comme une fonction qui prend des arrays de string et nous renvoie des maps de string, avec des overrides de partout, qui override des interfaces un peu bizarres, les mêmes que quand on fait du threading. Bref, c'est absolument horrible. Donc voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire. Donc, maintenant on va, vu que finalement je me suis éternisé sur ça un peu inutilement, hop, hop. On va en revenir. Hop, 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 hop. Donc on va en revenir à notre histoire de monade très rapidement. Donc en gros on prend un élément, notre liste de lignes, on lui applique une transformation. Par exemple, on map chaque ligne à l'array en séparant par des points-virgules. Pour chaque truc, on fait une map, on met toutes les valeurs dedans. À la fin, on renvoie la map et on collecte dans une liste. C'est un peu le concept quand on dit qu'il y a une transformation d'un élément. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une modification de l'élément lui-même, c'est une transformation qu'on va appliquer à cet élément plus tard. Et seulement lorsqu'on fait ça, alors le programme dit « Ok, j'ai une entrée, je vais faire ça, ça, et je renvoie ça ». Ce n'est pas effectué tout de suite, tout le temps, et ça permet par exemple de gérer des flux de données potentiellement infinis. Bref, du coup, après cette version un peu académique du truc, on va voir quelque chose de sympathique. Est-ce que quelqu'un ici connaît Sunmisk Unsafe? Alexandre, tu connais? Oui, mais parce que je t'en ai parlé. À part lui, tu connais? Tu as utilisé ça? Wow. Sans le constructeur, c'est ça? Exactement. Et toi? Ok. Sunmisk Unsafe, c'est quelque chose qui est planqué bien au fond de la machine virtuelle et en fait qui permet d'avoir des pointeurs en Java. Donc, littéralement, et de faire de l'allocation de mémoire directe. Il ne faut pas s'en servir. Dans le JDK 9, on ne pourra plus, mais c'est quand même assez rigolo. Littéralement des pointeurs en Java. Et on va rapidement faire une démonstration. Alors. Pendant que je cherche à le récupérer, c'est utilisé par toutes les librairies haute performance. Alors c'est assez abominable. Ici, il y en a un seul exemplaire statique dans la VM. Et ça permet de faire des choses comme... hop, 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 hop. Ici, par exemple, on va instancier... Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Voilà, par exemple, on a une fonction FreeMemory dans un langage qui est censé gérer la mémoire tout seul et qui prend une adresse mémoire en argument. C'est quand même pas tout à fait attendu. On peut allouer de la mémoire, ça nous renvoie un pointeur.
une fois qu'on lui a dit la taille de mémoire dont on a besoin. En fait, c'est littéralement du malloc, mais en Java. Donc évidemment, vous imaginez bien qu'on ne peut pas juste faire ça, hein. Il nous crache à la tête. Donc c'est un peu casse-pied de l'obtenir, mais hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire class unsafe, class égale unsafe.class. Ok. On va faire unsafeClass.get get field the unsafe. Évidemment, c'est pas fait pour, donc c'est relativement insupportable à utiliser. Hop. Bon, on va mettre toutes les 10 000 exceptions que ça nous ajoute là-haut. On va faire fields.set accessible pour contourner la sécurité comme ça. Et après, on va faire fields.get. Et là, on est censé lui dire qu'est-ce qu'il demande à y accéder. Bah, c'est censé vérifier. Mais de toute façon, on lui a dit d'aller mourir, donc on lui donne un objet. Et là, on fait unsafe, unsafe. Donc on a déjà 3-4 exceptions. Hop. Hop. Voilà. Alors, à moins que je me sois trompé, on devrait bien avoir récupéré une référence. No such field exceptions, the unsafe. Il s'appelle comment? Il s'appelle pas the unsafe? Oh là là. Il m'a dit de jusqu'à 42. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? C'est reject. Super. Bon. Navré, je vais pas essayer de corriger ce code-là. Ça sert pas à grand-chose, mais vous pouvez regarder, il y a un super sympa talk de Mark Reynolds, qui est architecte de la JVM, qui a parlé pas mal de Sunmisk Unsafe. C'est vachement intéressant à regarder. Il explique pourquoi c'est là, à quoi ça sert, et pourquoi il ne faut pas s'en servir, mais qu'ils n'ont pas pu le retirer jusque-là, alors que ça pose des gros problèmes de sécurité. Notamment, comme disait monsieur, on peut instancier des objets sans avoir besoin de constructeur. Et le constructeur, généralement, il est utilisé par les gens bien pour vérifier la validité des arguments. Et donc, ça a permis à pas mal de gens d'exploiter les failles de sécurité de Java jusque-là. Et donc, dans le JDK 9, ils vont le virer. Du coup, pour revenir au sujet central de la présentation, vous avez une librairie qui s'appelle JavaSlang, qui permet d'avoir plein de types fonctionnels déjà prédéfinis. Par exemple, des fonctions qui prennent un nombre inconnu d'arguments, des collections immutables, qui permettent de faire du queuing. Donc le queuing, si vous vous en rappelez, c'était ici. Non, là. Hop. Ici. Donc si on prend une fonction qui envoie une autre fonction, qu'on lui passe un argument, il prépare la fonction suivante. Ça permet de faire ça et ça permet de faire plein de choses vraiment sympas en attendant. Peu importe le langage que vous utilisez, ça arrive dans C++ 17, c'est déjà dans le C# avec Link, c'est en Java, c'est en JavaScript, c'est dans un peu tout ce que vous voulez. Essayez le fonctionnel, jetez-y un coup d'œil. C'est vraiment mieux que quoi que ce soit que cette conférence pourrait vous dire. C'est difficile au début, c'est bizarre, parce qu'on n'est pas habitué, on commence par apprendre l'orienté objet, on nous dit un chien, c'est un animal, etc. Sauf que dans la vraie vie, vous l'avez déjà écrite, cette classe chien qui hérite de animal et qui doit aboyer. Franchement, ça arrive jamais. On se retrouve avec des cochonneries type malist, extend base list, extend abstract list, extend abstract base list, extend abstract collection. Et à la fin, quand vous faites hérite de mylist, vous êtes là, putain, j'en sais rien, il y a 137 méthodes qui sont héritées, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui est bien, laquelle appelle laquelle, j'en sais rien du tout. Donc, essayez un peu le fonctionnel, évitez l'héritage, c'est le mal. L'implémentation avec les interfaces, c'est bien, mais l'héritage, c'est le mal. Et voilà. Et si vous êtes intéressé par Java en général, même ou pas, c'est assez cool comme talk. Voilà, donc c'est fini pour moi. Si quelqu'un a des questions rapidement. Oui, Alexandre? Ah,
Du coup, de ce que tu nous en dis, ça a l'air assez douloureux d'utiliser du fonctionnel en Java. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives un peu plus intéressantes? Je pense notamment au Scala. Alors, clac, clac, clac. Alors, juste pour dire, parce qu'effectivement, c'est douloureux. JavaSlang, ils ont recodé plein de trucs. Par exemple, il n'y a pas besoin de faire malist.stream. On fait directement person.filter.map. Et on peut faire ce genre de choses et directement obtenir une liste. J'ai pas eu l'occasion de montrer cette librairie, mais elle permet de faire plein de choses. Mais effectivement, à la base, Java, c'est pas fait pour le fonctionnel et ils l'ont rentré à grands coups de pied dedans. Et pour ce qui est du Scala, le Scala a ses avantages et ses désavantages. C'est-à-dire que le compilateur, il est environ 7 fois plus lent que celui du Java. Donc ça paraît rien quand on est sur un petit programme, mais quand on est sur un programme qui met 2-3 minutes à compiler ou qui a besoin d'être compilé en permanence pour l'autocomplétion, on se retrouve avec des temps d'autocomplétion de l'ordre de 4-5 secondes et ça c'est assez désagréable. Mais sinon ce cas-là c'est vraiment sympathique du peu que j'en ai fait. Quelqu'un d'autre? Non? C'est bon. Ok. Bon, ben, merci beaucoup de votre attention alors.